et à tous. Un regret, bien sûr, c'est qu'hier, il y a eu mal donne et incompréhension entre le secrétariat de l'UTL et moi-même. Ce n'était pas le 8 que le cours était annulé, mais mercredi prochain, 15 décembre. Donc, au lieu d'être assez nombreux, on était une petite quarantaine, mais le cours a été réalisé. Alors, pour vous-même qui n'avez pas pu y venir, voilà, on va faire une version comme l'an dernier en visio. Évidemment, c'est moins bien que du présentiel pour vous et pour moi, mais on va fonctionner de cette manière-là. Le sujet donc abordé hier portait sur la Birmanie. Préalablement, quelques minutes, j'avais terminé le cours précédent sur le bassin du Mékong avec la commission du Mékong. Ça, vous pourrez les retrouver sur le blog qu'Annie Amer met en place régulièrement. Voilà, alors on va aller du côté de la Birmanie et on va regarder un petit peu quelques aspects de ce pays. Si on regarde un petit peu les flashs que l'on voit dans la presse ou qu'on écoute sur les journaux télévisés ou d'autres médias, souvent c'est des temps assez courts et sur des événements parmi les plus importants. Alors j'en ai listé quelques-uns au début, et voir, bon, ben, en Occident, on a effectivement des représentations qui varient en fonction d'événements. J'en prends le premier exemple, bien sûr, c'est à travers cette personne très charismatique et emblématique, et Aung San Suu Kyi, donc c'est l'ex-dissidente du temps du régime militaire, qui est devenue chef du gouvernement après une période de détention, et elle a été pendant cette période-là prix Nobel de la paix en 91. Cette même Aung San Suu Kyi, c'est l'icône un peu déchue en raison de son silence lors de la répression de l'armée birmane contre les musulmans rohingyas. Alors, on va essayer d'avancer. Voilà. Birmanie, eh bien, c'est un pays où, depuis plus de 50 ans, en fait, les militaires n'ont jamais réellement lâché le pouvoir politique. Qu'est-ce qu'on peut dire toujours en raccourci dans ce propos initial? C'est qu'à l'évidence, c'est un pays corrompu, on peut même être très corrompu. Un pays où la majorité, alors le nom c'est Bamar, on peut traduire plus directement par birman, mais avec une particularité, c'est qu'il y a de très très nombreuses minorités ethniques. Il y a les principales, parfois un petit peu connues, d'autres beaucoup moins. Il faudrait tout un travail d'ethnologie pour les connaître davantage. Et ces minorités, ben, elles sont souvent opposées au pouvoir central. Un pays essentiellement bouddhiste, mais un bouddhisme qui est en proie à la marge, hein, c'est minoritaire, à des formes de radicalité. C'est un pays qui a connu en 2020 eh bien, un raz-de-marée, c'était au mois de novembre dernier, en faveur de la Ligue nationale pour la démocratie, c'est-à-dire le parti d'Aung San Suu Kyi, pas loin de 80% des voix. Le mais, c'est que peu de temps, quelques semaines après ce raz-de-marée aux élections législatives, eh bien, il y a eu le 1er février qui a suivi, le 1er février 2021, un coup d'État militaire. Les militaires, évidemment, ne supportant pas de voir une telle faveur de l'opinion en faveur de la Ligue pour la démocratie. Alors, il y a eu beaucoup de manifestations de grande ampleur. Elles sont plus limitées, mais elles se poursuivent encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire en score pour terminer ce petit tableau? C'est que c'est un pays isolé. Oui, on va voir qu'on met quand même un point d'interrogation. Peut-être ce qui a amené à dire ça, c'est que la junte birmane a été exclue du dernier sommet de l'ASEAN, cette association des pays du Sud-Est asiatique. Alors, regardons d'un peu plus près la Birmanie pour situer son emplacement.
C'est un pays donc, qui a comme voisin à l'est la Thaïlande, une petite frontière commune avec le Laos, une frontière plus étendue avec la Chine, et du côté occidental, une frontière avec l'Inde et une frontière avec le Bangladesh. On a beaucoup parlé ces derniers temps puisque c'est vers ce pays que se sont dirigés un certain nombre de réfugiés rohingyas. Je vous parlais des minorités ethniques. Alors bien sûr, là, il n'y en a pas la centaine qui sont répertoriées en matière ethnologique. On va se contenter de voir les principales. Regardez du côté de l'Est, eh bien, en violet, c'est toute la zone Karen. La zone Karen, elle a une particularité, c'est que, à la différence du pays qui a presque totalement bouddhiste, c'est une région et une minorité ethnique avec pas mal de chrétiens, protestants ou catholiques. Au nord, une minorité, les Kachin et les Chin, bon, qui sont proches de la frontière chinoise, des minorités comme les Karen qui ont été pendant plusieurs années en relation tendue avec le pouvoir central, en particulier quand le pouvoir était assumé par les militaires. On va regarder aussi sur la carte tout à fait à l'ouest une minorité dans une région qu'on appelle l'Arakan, une minorité qu'on appelle les Kachin. Et c'est là où il y a cette forte minorité qu'on appelle aujourd'hui les Rohingyas, qui sont l'objet d'une forte répression du pouvoir central. On va faire un bref retour sur l'histoire contemporaine. À gros traits tout d'abord, ça a été une colonie britannique, la Birmanie. On en retrouve des traits dans la grande ville de Rangoon, où on a encore une architecture coloniale assez intéressante, qui a connu l'occupation japonaise à partir de 1942 jusqu'en 1945, et puis l'indépendance du pays le 4 janvier 1948. La Birmanie, il faut le dire, c'est un pays qui n'est guère connu sur la scène internationale, qui on peut citer un nom, et encore, est-ce qu'il est encore connu, celui de U Thant, qui après le Dag Hammarskjöld est devenu secrétaire général des Nations Unies en 1961. Mais qui se souvient encore de ce nom, je ne suis pas très sûr. Voilà le père de l'indépendance, Aung San, alors, le père de Aung San Suu Kyi, qui est mort assez jeune. Et c'est une manière de revoir un petit peu cette période. Aung San, c'est un parcours qui n'est pas très facile à suivre. Il a été le créateur d'un petit parti communiste birman, voilà, dans les années d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été au Japon, et où il a eu une partie de sa formation également là-bas, et tant et si bien que quand les Japonais sont arrivés en Birmanie, eh bien, Aung San a fait alliance avec eux. Et donc, ce qui lui a valu plus tard une réputation de collabo. Mais comme son nom était connu, devenu le père de l'indépendance, eh bien, il a pu poursuivre son travail, et notamment à partir de 1944, voyant qu'il avait fait le mauvais choix de faire alliance eh bien, avec les Britanniques et les Américains. Voilà, donc un parcours un peu complexe, assassiné par un rival, Ousso, rival politique. Il y a beaucoup de mystères autour de ceux qui ont appelé à cet assassinat, non seulement de lui, mais de plusieurs membres de son gouvernement. Les premières années de l'indépendance, c'est une alternance d'élections et de reprise du pouvoir par les militaires jusqu'en 87-88. Quand on regarde cette période-là, il y a deux aspects. Il y a l'affichage. L'affichage, c'est la voie birmane vers le socialisme. Ça, c'est ce qu'on met en avant. Bon, c'est tout à fait discutable, hein, cet affichage.
Mais bon, c'est ce qui était présenté. La réalité, mais la réalité, c'est que à coup de forte répression, le pouvoir est resté très fortement aux mains des militaires. On peut citer le coup d'État de Ne Win, par exemple. Manifestation, ben, depuis 88 jusqu'à nos jours. Là, vous voyez, c'est une manifestation de 2021. C'est affiché, marqué sur la photo. Les manifestations sont revenues de façon récurrente, traduisant de plus en plus un écart entre les aspirations du peuple birman et le système militaire au pouvoir directement ou indirectement. Alors voilà un petit peu ce temps des manifestations et du début de la lutte pour la démocratie. 1988, c'est les premières grandes manifestations essentiellement d'étudiants. Bon, j'étais moi-même à l'automne 87 en Birmanie, circulé notamment dans la grande ville du Nord qui est Mandalay. Et c'est vrai qu'on ne voyait pas venir, on sentait bien que les étudiants avaient cette aspiration pour parler avec les gens de l'extérieur, montrer un petit peu comment ils souhaitaient voir évoluer leur pays, mais on ne s'attendait pas à de telles manifestations. Alors, elles ont fait l'objet, ces manifestations, d'une répression terrible, beaucoup de morts, et avec l'application de la loi martiale par les militaires. Et pour mater ces velléités de manifestations, plus des troubles dans les minorités, la junte s'est tournée vers la Chine pour acquérir du matériel chinois, du matériel militaire. Mais comme les Chinois sont très rarement des donateurs, il fallait eh bien, emprunter et donner des gages. Et l'influence de Pékin elle va commencer à partir de cette période-là. Comme la Birmanie est un pays très riche en beaucoup de ressources, et notamment en hydrocarbures, c'est le moment où Pékin ben, va demander à ce que l'on commence à construire pas tant des oléoducs, mais surtout des gazoducs. C'est à partir de ces années-là, malgré la répression, que commencent à naître dans le pays des réunions à plus petite échelle de la Ligue nationale démocratique, donc animée par Aung San Suu Kyi. Alors très vite, bah, cette dernière, elle va être mise en détention. Alors on va dire pudiquement résidence surveillée. Bon, en fait, elle n'avait pas du tout presque pas de contact possible avec l'extérieur, donc c'est véritablement une détention. Ce qui n'a pas empêché d'être honoré avec ce prix Nobel de la paix, puisque l'action menée en Birmanie, c'était une action courageuse, non violente, et donc ce qui lui a valu de recevoir ce prix. Elle est devenue un petit peu icône à ce moment-là, ce qui posera peut-être quelques questions plus tard. Bon, le pays commence après à s'ouvrir timidement au tourisme. C'est vrai que c'est un pays qui a un patrimoine fabuleux, qui est passionnant. À titre d'exemple, voilà les temples très célèbres de la plaine de Pagan. Il y a sur des kilomètres carrés plusieurs dizaines de temples, tous aussi beaux les uns que les autres. Là, ici, c'est le temple d'Ananda. On est au bord du fleuve qui traverse le pays du nord au sud, qui est l'Irrawaddy. On continue et on voit que le pays va avancer progressivement vers toujours cette recherche, cette quête d'un régime plus démocratique. En 97-98, il va devenir membre de l'ASEAN. On dira un mot plus tard de cette association des pays du sud-est asiatique qui est bon, plus tournée vers une coopération économique que véritablement politique. Bon, les pressions occidentales vont être là pour inciter à l'ouverture du pays, à la libération pardon, des prisonniers politiques et également à une libéralisation économique. Les tensions vont devenir fortes dans la province la plus à l'ouest du pays, limitrophe du Bangladesh, qui est la province de l'Arakan. C'est une province où les minorités musulmanes sont nombreuses. Les
C'est là également, alors c'est une instigation des militaires par rapport à Rangoon, la très grande ville, capitale jusque-là, mais un peu rebelle, de créer de toute pièce une capitale à mi-chemin entre Rangoon et Mandalay qui s'appelle Naypyidaw, un nom pas très connu. Des manifestations, ben, elles perdurent et on peut citer notamment la révolution de Safran en 2007. Safran, pourquoi? Ben parce que c'est les bonzes qui ont été un peu les leaders de ces manifestations. Et dans les courants bouddhistes qui ne sont pas totalement homogènes, c'est la tendance non violente qui était là en 2007 pour manifester au fond un mécontentement qui était un mécontentement populaire pour des raisons très pratiques. Il y avait la hausse des prix, notamment le prix du carburant, enfin beaucoup de choses comme ça. C'est la période également où apparaît une nouvelle constitution. Alors, elle pose question, cette nouvelle constitution, dans la mesure où, là aussi, sous la pression des militaires, le texte va comporter pas mal de mesures très, très restrictives, très nationalistes. Alors, j'en cite deux exemples. L'impossibilité pour un leader politique d'accéder à la présidence ou au poste de Premier ministre s'il a eu un conjoint étranger. Alors c'était vraiment ciblé très directement vis-à-vis d'Aung San Suu Kyi, puisque son mari était britannique. D'autres éléments dans la Constitution qui vont aboutir à ce que la nationalité birmane soit réservée à une partie seulement des populations résidentes. 2011, c'est souvent considéré par les observateurs comme l'année clé, là où il y a eu des élections qui ont pu être des élections réelles. Alors réelles, mais attention, hein, c'était des élections très partielles, puisqu'elles n'ont concerné que 45 sièges au Parlement birman. Mais ce qui est très clair, c'est que pour ces élections, eh bien, il y a eu une percée manifeste de la Ligue nationale démocratique. Les élections d'ailleurs qui vont suivre par la suite en 2015 et encore plus en 2020, ça va être des scores, mais à très très forte majorité, plus de 80% en 2020, en faveur de la Ligue nationale démocratique de Aung San Suu Kyi. Bon, qui donc connaît un immense succès populaire, mais un succès démocratique, y compris ce qui n'était pas gagné, dans les régions où vivent les minorités. Alors néanmoins, les militaires gardent une grande place dans les affaires du pays. Pourquoi? Bien parce que des sièges leur sont attribués de droit au Parlement. Ça paraît bizarre. Donc sans élection, les militaires ont des sièges au Parlement. Quant au parti qu'ils avaient créé sous leur coupe, il connaîtra peu de succès, puisqu'on a bien dit que la Ligue nationale démocratique, c'est ce parti qui avait connu le plus gros succès aux élections. Et puis, les militaires gardent la main sur des postes qu'on appellerait un peu régaliens hein, chez nous, des ministères comme la sécurité, comprenez le ministère de l'Intérieur, la police, le ministère de la Défense, très important, une armée très très nombreuse, 400 000 soldats, et le ministère des Frontières. Les frontières, ce n'est pas anodin quand on voit qu'aux frontières vivent à la fois des minorités, et puis c'est là où les tensions s'exacerbent de plus en plus, et que les militaires font peser leur répression sur les musulmans rohingyas. Alors, la période contemporaine, donc depuis 2011 jusqu'à nos jours, le pays d'abord va connaître une forte croissance économique. Ça va démarrer un peu avant, hein, pour être honnête, et une nette augmentation des flux. Alors, ce sigle barbare, IDE, simplement les investissements directs extérieurs, autrement dit venant de l'étranger. Les entreprises occidentales commencent à investir dans ce pays dont je rappelle qu'il a beaucoup de ressources. Le budget reste malheureusement obéré par les dépenses militaires. Les dépenses militaires, c'est un poids considérable dans le budget de la Birmanie puisque les dépenses pour l'armée représentent 4 à 5 fois plus que celles pour l'éducation nationale.
On a une privatisation de façade dans cette période-là. Alors, pourquoi? Ben parce que les entreprises qui étaient des entreprises publiques ou semi-publiques, bon, elles vont être privatisées, mais quand on regarde les procédures de privatisation, on s'aperçoit qu'on a un véritable capitalisme qu'on appelle, c'est le nom utilisé par un auteur qui me semble très très juste, un capitalisme de connivence, c'est-à-dire ceux qui sont proches du pouvoir ancien, proches des militaires, ben c'est eux qui, à bon compte, ont mis la main sur beaucoup d'entreprises en Birmanie. Cette période, elle ne se traduit pas malheureusement par une élimination de la corruption, quels que soient les efforts de la Ligue nationale démocratique. Et on voit bien que les pratiques anciennes perdurent. C'est le cas dans le secteur de l'énergie, le secteur pétrolier, pétrole et gaz notamment. Et vous savez que un de nos fleurons nationaux en France, qui est l'entreprise Total, bon, a été suspecté, pas tout à fait à tort, de cette participation à du financement de l'armée. L'armée est également au cœur des trafics qui ont une grande importance dans l'économie qui n'est pas si souterraine que ça, qui est l'économie de la drogue, de la Birmanie, et avec l'Afghanistan aujourd'hui, le plus gros pays producteur d'opium. Là, vous voyez, la photo n'est pas très bonne. Les champs de pavots, cette fleur blanche, et qu'il s'agit d'inciser pour recueillir l'opium. Voici donc dans la période d'aujourd'hui, les deux, si je peux dire, protagonistes. À gauche, Aung San Suu Kyi, et donc la leader de la Ligue nationale démocratique, et puis à droite, Min Aung Hlaing, qui est le chef de l'armée et qui fait peser sur la Birmanie toute son influence et tout son pouvoir. C'est lui qui est à la tête du coup d'État du 1er février dernier. Voilà, le putsch militaire, donc très peu de temps après les élections de novembre 2020. C'était inacceptable pour les militaires, d'autant plus inacceptable que Aung San Suu Kyi avait bien l'intention de ramener davantage les militaires dans leurs casernes et ne plus leur attribuer tous les pouvoirs qu'ils avaient jusque-là dans la sphère politique. À l'issue de ce putsch militaire, il va y avoir des manifestations et des grèves qui vont se succéder dans les villes birmanes, en particulier à Rangoon, mais aussi à Mandalay, avec une participation massive, il n'y a aucun doute, une manifestation qui a attiré des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Et conséquence aussi de ce putsch militaire, c'est que le pays va subir les conséquences de ce pouvoir annexé par l'armée. Alors on peut en prendre quelques exemples. Le kyat, on prononce kyat, qui est la monnaie birmane, va perdre en quelques semaines 25% de sa valeur. Les investissements directs extérieurs vont chuter. Et les bailleurs internationaux, alors pensez au FMI, pensez à la Banque mondiale, vont suspendre leurs versements. De même qu'il va y avoir une suspension de l'aide au développement. Je vous rappelle que la Birmanie est un pays très pauvre. Et donc, ces aides bilatérales ou multilatérales vont être la plupart suspendues. Conséquence, d'ici le milieu de 2022 ou fin 2022, c'est très vraisemblable que le taux de pauvreté va doubler dans le pays. Alors, ce n'est pas le seuil de pauvreté de chez nous, hein, c'est situé beaucoup plus bas, à moins de $1 par jour. Voici une photo de Min Aung Hlaing, j'ai toujours du mal à prononcer son nom. Vous voyez, il est bardé de décorations comme un général sud-américain. Et c'est lui donc qui a pris la tête du putsch du 1er février dernier.
Alors, avançons dans notre sujet, puisqu'on est quand même dans un sujet où il faut rappeler l'histoire toute récente de ce pays, mais il faut regarder le sujet, et surtout les sujets à dimension géopolitique. Alors, le premier sujet à dimension géopolitique sur lequel on va travailler, il va porter sur les Rohingyas. La presse en a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors, pas tant dans sa dimension humanitaire, même si le drame humanitaire est terrible pour les réfugiés qui tentent de gagner le Bangladesh voisin. Bon, les camps sont sordides, hein. Moi-même, j'ai eu l'occasion de travailler dans un autre cadre géographique voisin qui est les camps de réfugiés de cambodgiens à la frontière de la Thaïlande après la tyrannie Khmer Rouge. Je peux vous assurer que la vie dans les camps de ce type-là, c'est l'horreur. Il n'y a pas d'autre terme. Bon, et puis sur place, en Birmanie, dans la région de l'Arakan, beaucoup ont été tués par l'armée birmane et des villages brûlés. Alors ça, on ne peut pas l'oublier, bien sûr, mais ce qu'on va regarder surtout, c'est ce que cette crise révèle de la montée des nationalismes identitaires. Parce que là, il y a quelque chose qui se passe en Birmanie et aussi, dans une moindre mesure, dans d'autres pays du sud-est asiatique. Cette montée forte, hein, des nationalismes avec ces formes très pernicieuses, hein, d'affichage identitaire qui posent beaucoup de questions. On peut se demander si la Birmanie en a l'exclusivité. Bon, ça, ce sera la première des questions géopolitiques qu'on va voir. Les deux autres qui feront l'objet du cours qui aura lieu début janvier, parce que je n'ai pas eu le temps de les traiter mercredi dernier, c'est les relations entre la Birmanie et l'ASEAN et les relations de soumission envers la Chine, mais des relations qui ne sont pas toutes simples à gérer pour Pékin. Alors, regardons cette montée des nationalismes identitaires qui portent en germe bien des conflits. En Occident, c'est clair que nous avons ce qu'on appelle une représentation, hein, dans le jargon de la sociologie, ce qu'on appelle les représentations sociales, c'est-à-dire les perceptions que l'on a du bouddhisme qui associe à la fois non-violence, sagesse, méditation, un peu l'image véhiculée, il faut le dire, par un personnage comme le Dalai Lama ou quelqu'un de chez nous comme Mathieu Ricard, par exemple. Alors c'est une vision qui est vraie, mais qui est en partie vraie. Alors il y a différents bouddhismes. Il y a le bouddhisme birman, qui est assez largement répandu en Asie, qui est le bouddhisme qu'on appelle du petit véhicule, ou le Theravada. Il y a d'autres formes qui existent. Il y a le bouddhisme Vajrayana, qui est plus répandu au Tibet et au Népal, et puis également le bouddhisme Mahayana, qui existe plus à l'Est, notamment en Corée, au Japon, enfin dans toute l'Asie orientale, souvent associé d'ailleurs à des formes de sagesse philosophique comme le confucianisme. Alors la Birmanie, c'est incontestable, elle compte une très large majorité de bouddhistes, 90% dans le pays. Et pour le reste, c'est des minorités au plan religieux, 6% de chrétiens, j'avais cité la minorité karen où ils sont plus nombreux, et puis entre 3 et 4% de musulmans. Alors voyons par l'image, ici on est dans la plus célèbre pagode de Birmanie, dans la capitale, enfin l'ex-capitale qui est Rangoon, la pagode Shwedagon, magnifique, un des hauts lieux du bouddhisme. Et c'est un lieu de prière, de pèlerinage de toute la population birmane qui vient, si possible, à des rythmes rapprochés. Alors pour les plus pauvres, ça sera qu'une fois dans leur vie, pour d'autres plus fréquemment, à la pagode Shwedagon.
Le rythme de la vie, il est marqué comme par exemple au pays voisin qui est le Laos, où j'ai pris cette photo, c'est la vénération de la population pour les moines bouddhistes, les bons, autrement dit, vous voyez que souvent ils sont très jeunes, et là c'est le matin, la population qui leur offre leur ration de riz et de légumes pour la journée. Alors, la question, puisqu'on est sur cet affichage et cette affirmation, c'est plus que de l'affichage d'un bouddhisme très présent et d'un pays qui aurait des tendances de plus en plus identitaires marquées, identitaires au plan du bouddhisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Essayons de comprendre. Il y a eu la terrible répression consécutive aux manifestations de 1988, j'en ai parlé. Et dans les manifestants, il y avait des étudiants, mais il y avait aussi des bonzes. Et la junte militaire va percevoir qu'elle fait un peu fausse route en se mettant à dos les bonzes, tout simplement parce qu'ils sont à la fois vénérés, reconnus dans le pays et qu'ils représentent une force sociale d'importance, même si jusque-là, ils étaient assez peu intervenus dans la vie politique. Alors, elle va chercher à renouer avec les bonzes, mais d'une manière un peu perfide, en cherchant à instrumentaliser une partie d'entre eux. Une minorité, certes, mais voilà, une minorité de bonzes. Et va commencer un discours haineux contre les musulmans, à l'instigation d'un groupe qu'on appelle 969, ce chiffre étant simplement lié à des attributs de Bouddha, dirigé par un bonze très, très virulent qui s'appelle Viratu. Et voilà, on va pouvoir voir sa trombine de ce personnage pas très sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, je reviens à la précédente. Et au fond, pour le pouvoir militaire en place, quel était le but? Il s'agissait de déplacer une colère qui montait de plus en plus envers lui, contre l'armée, etc., et de la déplacer vers l'islam considéré comme expansionniste en Birmanie. Quand vous avez vu les chiffres, vous voyez que ce n'est pas considérable la présence des musulmans. Mais voilà, il fallait trouver un peu ce que, si vous faites référence à des auteurs célèbres comme René Girard, au fond, c'était un peu le bouc émissaire qu'on cherchait. Alors, il va y avoir une dérive xénophobe et des mouvements extrémistes bouddhistes qui vont être d'ailleurs les uns après les autres dissous. Mabata, le plus connu, peut-être celui qui avait succédé à 969. Alors Mabata, il y a deux champs d'action. À la fois, il prône un nationalisme très identitaire, avec la protection de la race, la protection de la religion, la protection de l'identité birmane. Et oui, il n'y a pas qu'en Birmanie, mais enfin, c'est un autre sujet. Donc, et qui va mener également une action sociale. Comme c'est un pays très pauvre, mais effectivement, c'est une manière de se faire percevoir assez bien par une population sensible à cette dimension sociale de l'intervention. Bon, il va être dissous à nouveau, et puis on va voir apparaître une nouvelle forme qui est Bouddha Dhammaparayita. Bon, peu importe les noms, ce qui est important, c'est ce qui est inscrit ensuite, c'est que cette affirmation nationale et identitaire, elle va rencontrer un certain écho dans la population birmane. Autrement dit que, très fâcheusement, se construit et se véhicule une représentation d'un islam conquérant, encore une fois, avec pourtant pas une population musulmane si nombreuse que ça. Alors, les musulmans en Birmanie, bien sûr, vous pensez tout de suite aux Rohingyas. La presse en a suffisamment parlé pour qu'on connaisse le nom. Alors, pourquoi cette attitude envers les Rohingyas? Il faut faire un petit retour sur l'histoire. Là, tout à l'heure, je suis passé un peu vite. Au cours des guerres,
les musulmans indiens du Bengale. Alors, à l'époque, il ne s'agit pas du Bengale-Bangladesh. Hein. Le Bengale-Bangladesh, c'est le Pakistan oriental qui s'est séparé du Pakistan après une courte guerre à l'initiative de Sheikh Mujibur Rahman qui ne voulait pas dépendre de la tutelle pakistanaise. Donc, ce n'est pas du Bangladesh dont il s'agit. C'est des Bengalis du Bengale indien, de la région de Calcutta, qui vont être les supplétifs de l'armée britannique. Alors, notamment pendant les trois guerres du 19e siècle. Alors, vous allez dire, bon, ça c'est quand même un peu loin. Oui, il n'empêche que ça restait dans la mémoire collective. Hein, les Britanniques n'avaient pas une armée très nombreuse. Hein, les effectifs en termes de soldats, c'était plutôt ces supplétifs musulmans. À nouveau, dans les années d'entre-deux-guerres, vers 1930, les Britanniques les font venir pour la mise en valeur d'une région assez riche en termes de potentialité qu'est l'Arakan, et même ailleurs dans la Birmanie, considérant qu'il était plus facile d'obtenir ce qu'on souhaitait en termes de travail auprès de ces populations considérées comme assez dociles par les Britanniques. On va avoir un nouvel épisode, c'est 43, c'est la période où Aung San, le père de l'indépendance birmane, était un allié des Japonais. Il va percevoir dans les mois qui vont suivre que bon, il n'a pas grand-chose à attendre des Japonais, et comme le vent commence un tout petit peu à tourner, il va se retourner contre les Japonais et faire alliance avec les Britanniques et les Américains. Bon, mais pendant cette période, en 1943, quand les Anglais vont commencer à reprendre l'initiative et l'offensive en Birmanie, ben, ils vont le faire à nouveau avec des supplétifs musulmans du Bengale indien. Alors évidemment, comme c'était assez violent, comme toutes les guerres, là aussi, ça va marquer les esprits. Tant et si bien que, bon alors, je rappelle un petit point d'histoire, pourquoi c'était important, parce qu'il s'agissait aussi de pouvoir ravitailler les troupes chinoises qui continuaient à lutter depuis des années contre l'occupant japonais dans l'ouest et le centre du pays, que ce soit des troupes nationalistes avec Chiang Kai-shek ou des troupes communistes avec Mao. Là, il s'agissait surtout dans le sud de ravitailler les troupes nationalistes de Chiang Kai-shek. Se termine la Deuxième Guerre mondiale et dans les négociations qui suivent, l'Inde négociant avec Gandhi son indépendance qui va venir en 1947 avec une partition douloureuse en séparation des communautés hindouistes et musulmanes entre Inde d'une part et Pakistan d'autre part. Et comme à l'époque, le Pakistan avait deux entités géographiques, le Pakistan qu'on a aujourd'hui à l'ouest, mais également le Pakistan oriental, eh bien, les musulmans vont chercher, comme ils ne pouvaient pas avoir l'indépendance totale de l'Arakan, qui était à moitié bouddhiste, ils vont demander leur attachement au Pakistan oriental. Ce qui évidemment ne va pas être très bien vu en Birmanie. Alors on a un sentiment effectivement anti-musulman qui va se développer. Il y avait en réalité, quand on regarde les choses d'un peu plus près, deux groupes de musulmans dans l'Arakan, les Kamous et les Bengalis. Et pour affirmer leur identité, ils commencent à se nommer Rohingyas. Alors, pour ceux qui sont accros, et peut-être qu'il y en a parmi vous, de l'émission de France Culture à la radio sur la fabrique de l'histoire, vous vous souvenez peut-être que, alors je cherche la diapo suivante, oui, que le mot Rohingya, c'est un mot qui a commencé à apparaître dans cette minorité musulmane dans ces années 60-70. Jusque-là, ce n'était pas un terme qui existait. Le chercheur qui a été le plus loin pour trouver ce mot-là, la première fois qu'il sera apparu, c'est en 1936. Bon, voilà. Mais ce qui est très net, c'est que ce nom
voilà, dont les musulmans de Birmanie se sont dotés en quelque sorte, eh bien, va être fédérateur, va les rassembler, en particulier quand ils commencent à connaître de plus en plus la répression et les exactions de l'armée birmane. Alors la situation est difficile pour les Rohingyas. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont exclus par la constitution de la citoyenneté birmane. Pourquoi ils sont exclus? Bien parce que sous la pression des militaires, ne pouvaient, on voit bien la, la teinture nationaliste, ne pouvaient être considérés comme appartenant à la Birmanie, État fédéral, que les minorités et la majorité birmane, bien sûr, mais les minorités qui existaient dans le pays avant 1824, c'est-à-dire la première guerre avec les Britanniques. Bon, ce qui est à l'évidence, les Rohingyas n'avaient aucune place dans le pays à cette époque-là, puisqu'ils n'étaient pas encore venus. Alors ça donne une solution qui est terrible pour les Rohingyas, c'est qu'ils ne sont pas birmans au plan juridique, vu la constitution birmane. Ils ne sont pas bangladais parce que les Bangladais ne les reconnaissent pas comme venant de chez eux. Hein. Ils ne venaient pas du Bangladesh. Puis le Bangladesh, il faut voir, bon, c'est un pays que je connais bon, un petit peu quand même. C'est un pays qui a tellement de problèmes liés à la pauvreté, liés à l'énorme densité démographique qu'accueillir 1 million ou plus de réfugiés Rohingyas, c'est très compliqué pour eux. Ils sont pas, donc ils sont ni birmans, ni bangladais, ni non plus indiens. Ni non plus indiens. Vous pensez qu'avec le gouvernement nationaliste qu'on a au pouvoir dans la démocratie indienne d'aujourd'hui, avec M. Modi comme Premier ministre et son parti, le BJP, c'est un parti nationaliste. Donc aucune intention d'accueillir les Rohingyas chez eux. Alors, on a fait un procès à Aung San Suu Kyi d'avoir été beaucoup trop complaisante, voire silencieuse par rapport aux exactions de plus en plus nombreuses de l'armée birmane qui a brûlé des villages musulmans dans l'ouest du pays. Il faut quand même se souvenir qu'elle avait proposé dans un discours qui date de février 2013 d'octroyer la citoyenneté aux musulmans de l'Arakan, hein, qu'ils soient Kamou, qu'ils soient bengalis. Mais n'était pas commode pour son gouvernement qui était fragile à l'époque et qui avait à faire face à plusieurs défis. On peut en citer quelques-uns. Le premier, et de loin le plus important, c'est le poids de l'armée dans le pays. Quand vous avez l'épée de Damoclès d'une armée très nombreuse et puissante qui vous fait sentir que si vous ne marchez pas dans son sens, eh bien, elle fera un coup d'État et elle reprendra le pouvoir, ce n'est pas tout à fait simple, même si on a une légitimité populaire. Il y avait la question de l'unité du pays. C'est-à-dire, le gouvernement avait le souci, face à la diversité des minorités qui existent en périphérie de tout le pays, et puis notamment en Arakan, de garder l'entité birmane dans son entier. Et c'était un souci légitime de la part d'Aung San Suu Kyi et de son gouvernement. Il y avait le sentiment général dans le pays, et on ne peut pas faire fi non plus que le sentiment général, il n'était pas très favorable aux musulmans, c'est clair. Il était d'autant moins favorable, pas uniquement parce qu'il y avait des excités du côté de certaines minorités de Bonze, mais aussi parce qu'il y avait eu des violences à l'ouest du pays, et il faut bien en convenir, de part et d'autre. C'est-à-dire on a gardé beaucoup l'image des villages musulmans brûlés par l'armée birmane, mais il y a eu aussi des villages bouddhistes qui l'ont été par les Rohingyas. Donc c'est une situation compliquée, vraiment difficile pour la période qui a été connue. Voilà. Voilà donc les réfugiés, vous voyez les Rohingyas qui partent, on est sur une langue de terre qui se trouve le long de la frontière birmane côté Bangladesh. Voilà, vous le voyez, même si la photo n'est pas très nette, c'est toute cette zone qui est ici. Là, ici, c'est ce qu'on appelle la péninsule de Cox's Bazar, avec les camps de réfugiés qui se trouvent ici dans cette partie-là du pays. Et je le rappelle, pas bien accueillis par les autorités du Bengale.
Alors, restons toujours sur notre préoccupation du jour, c'est-à-dire cette tendance nationaliste et identitaire. Est-ce qu'au-delà de la Birmanie, ben, c'est une tendance qui existe, qui se développe ou pas? Bon, on va mettre ça avec un point d'interrogation. Bon, il faut d'abord regarder que les grandes voix qui peuvent compter dans le discours public à l'échelle la plus large, bon, ce sont des voix qui sont quand même opposées à cette fâcheuse tendance nationaliste et identitaire et à cette minorité bon, bouddhiste qui attisait le sentiment d'exclusion des musulmans. Alors, ça vient d'abord de la plus haute autorité bouddhiste de Birmanie. Or, c'est un nom birman avec 3 ou 4 mots difficiles à prononcer, je vous en dispense. Et on va dire simplement que cette autorité bouddhiste qui couvre l'ensemble du pays, imaginée comme une sorte de conférence épiscopale en Europe, si vous voulez, eh bien, elle a condamné très clairement hein, la dérive anti-musulman de certains bons bouddhistes. Il n'y a pas que, il y a le Dalai Lama. Alors ça, c'est une figure très emblématique, qui est une autorité notamment vis-à-vis des bouddhistes, qui s'est prononcé très clairement en disant on ne peut pas être bouddhiste et prôner la violence. Plus récemment, le pape François qui a fait un voyage en Birmanie, je sais plus, c'était en 2018, peut-être un peu avant, je ne me souviens pas, et qui a eu un discours très clair là aussi, disant ben, il faut une situation de réconciliation et personne au nom d'une religion peut exclure l'autre et se venger de l'autre. Voilà, donc il y a eu ces voix qui ont été, je crois, assez importantes. Mais néanmoins, bon, ben, ce mouvement qui a marqué ces dernières années, Babata, en Birmanie, pour être exact, il n'a pas fait beaucoup d'émules. Il y a eu un mouvement qui s'appelle BBS, je crois que personne ne connaît en Europe, au Sri Lanka, mais bon, ça c'est tout à fait mineur. Ceci étant dit, il y a ce que j'ai marqué là sur la diapo, il y a quand même d'autres vents que j'ai appelés mauvais qui soufflent en Asie et en Asie du Sud-Est. Alors, j'ai pris pour illustrer mon propos une citation d'une juriste de Malaisie assez connue qui est très défenseur des droits de l'homme et je crois elle a eu un propos très clair pour mentionner ce qui se passe dans son pays, à savoir ben, que la Malaisie, pays musulman, connaît des dérives. Alors elle dit, voilà, la phrase c'est la citation texto, ce que nous vivons en Malaisie n'est presque pas différent de l'apartheid. Alors que la ségrégation était raciale en Afrique du Sud, dans notre pays, nous vivons dans la ségrégation religieuse. Qu'est-ce qu'elle vise à travers ça? C'est qu'un certain nombre de postes dans la vie politique, dans la haute fonction publique, dans les études supérieures les plus importantes, ben, si vous n'êtes pas musulman, vous n'y avez pas accès. Dans un autre pays, qui pourtant l'Indonésie est dans les pays du sud-est asiatique celui qui a le plus progressé en termes démocratiques, je pense, avec Singapour. Bon, ben, il y a là aussi Indonésie, très vaste pays à forte majorité musulmane, bien des formes de chasse aux sorcières, si on peut appeler ça ainsi. Une des victimes a été le gouverneur de Jakarta, un chrétien, qui s'appelle Basuki Purmana, qui est une célébrité là-bas, et qui a été, bon, pour un procès monté de toutes pièces, mis en prison pour blasphème. Des phénomènes qu'on croyait limités au Pakistan ou à l'Afghanistan d'aujourd'hui, à peu près. Aux Philippines, les choses sont quand même un peu en amélioration. Alors, en Philippines, c'est différent. On est dans un pays à très forte majorité catholique. Et il y a eu depuis longtemps des difficultés entre cette majorité catholique et une minorité nombreuse qu'on appelle les moros, qui sont musulmans. Ça date depuis pratiquement un siècle. Hein.
Et après bien des difficultés, des tensions, de la guérilla, on est parvenu à des accords de paix en 2014. 2014 et avec une forme, alors non pas d'une indépendance, mais tout au moins d'une autonomie plus large prévue pour ce sud de l'archipel, avec l'île principale qu'on appelle Mindanao. Bon, et normalement, ça doit être ratifié par un scrutin populaire. Alors, le scrutin, il a été repoussé, non pas tant à la demande du gouvernement de Manille, mais à la demande du Front Mauro-Musulman de Libération, qui attendait que les choses soient un peu plus stables pour procéder à ce scrutin. Et puis, il est difficile sur ces aspects-là de ne pas dire un mot concernant cette question, concernant la Chine. Concernant la Chine. Alors, on n'est pas peut-être avec des conflits à connotation religieuse, non, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais en même temps, alors par contre, pour la dimension nationaliste et de l'identité Han, ah oui, actuellement, on y est en plein, on y est en plein. Alors là aussi, vous connaissez la douloureuse situation du peuple ouïghour, les Ouïghours dans le Xinjiang, donc tout à fait à l'ouest de la Chine, qui connaissent une répression terrible. Alors qui sont ces Ouïghours? C'est des populations turcophones correspondant un peu au plan spatial à ce qu'on a appelé un temps le Turkménistan oriental. Bon, Staline, après la guerre, n'a pas souhaité avoir dans les composantes de l'URSS cette zone-là, et donc c'est la Chine qui est pour cet espace, enfin c'est un espace qui lui appartient, bien sûr. Mais les Ouïghours, ils n'ont pas la même langue que les Han, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas du tout la même identité, etc. Et donc, même si la situation est fort différente du Tibet, on peut faire quelques analogies, bien sûr. Donc, ce que Pékin a voulu pour le Tibet, il le veut pour le Xinjiang, c'est-à-dire une soumission complète de la zone. Il n'y avait pas eu beaucoup d'attentats ni rien. On en a parlé d'une gare de Pékin, mais bon, c'est pas allé très, très loin en termes d'action revendicative. Alors pour Pékin, là, la question est réglée par le fait que progressivement, l'identité Han, c'est-à-dire ce qui fait l'essentiel du peuple chinois d'aujourd'hui, eh bien, doit s'imposer partout dans le pays, partout. Alors comment on fait? On déplace des populations Han dans l'ouest de la Chine, alors, pour y travailler, pour s'y installer, notamment sur un des itinéraires des routes de la soie vers l'ouest, et pour noyer, au fond, cette minorité ouïghour dans la grande famille Han. Il y a une autre manière de procéder qui est tout à fait détestable, c'est ce qu'on appelle du génocide démographique, c'est-à-dire que beaucoup de femmes ouïghours sont stérilisées, contre leur gré, bien sûr. Alors, cette dernière diapo, puis je vais m'en arrêter là parce que c'est sur celle, je m'étais arrêté là juste à l'avant-dernière avec le cours de mercredi, là hier, c'est la question, est-ce que, alors je ne reprendrai pas le titre exact du livre célèbre de Huntington, qui s'appelle Le choc des civilisations, bon, je n'aime pas le terme, et puis je pense qu'il est bon, il faut prendre un peu de distance avec ce livre qui est plein de raccourcis, mais qui décrit néanmoins des choses qui méritent d'être citées. Il décrit le fonctionnement des relations internationales après l'effondrement de l'URSS. Et à la défense de Francis Fukuyama, qui avait écrit un livre qu'il avait intitulé La fin de l'histoire, disant après la chute du mur de Berlin, il n'y a plus que la fin de l'histoire. Autrement dit, la démocratie libérale telle qu'on la connaît en Occident a triomphé. Il n'y a pas d'autres formes qui peuvent émerger. Alors, lui, Huntington, il ne présente pas du tout les choses de cette manière-là. Ce qu'il dit, c'est que les clivages de demain, ça va naître d'opposition, voire de conflits, où la dimension politico-religieuse sera importante. Et évidemment, il avait dans son viseur non pas tant l'Asie, dont il parle très peu ou peu, c'est plus pensant au Moyen-Orient.
Bon, voilà, alors ce livre de Huntington, encore une fois, si vous le relisez ou vous le lisez, prenez-le un peu avec des pincettes, hein, c'est pas vraiment top, mais néanmoins, il y a une idée sous-jacente qui mérite qu'on s'y attarde un tout petit moment. En Asie, bon, bah, c'est tendance, hein, encore une fois, il ne faut pas trop les majorer, même si elles existent. Et puis, pour terminer sur une note un tout petit peu plus optimiste, c'est que dans l'Asie-Pacifique, plus le niveau de formation et de développement est élevé, ainsi que les pratiques démocratiques qui sont présentes, ça va de pair hein, d'ailleurs. Alors je pense à des pays comme le Japon, la Corée, Taïwan, de moindre mesure Singapour, eh bien moins les sociétés, au fond, se laissent enfermer dans des schémas simplificateurs. Oui, ça c'est vrai. On dit, la, la prise que peut avoir sur l'opinion des courants nationalistes exacerbés ou identitaires est moindre dans des pays où on est avec un bon, voire un très bon niveau de formation et où, autrement dit, les sociétés ne s'en laissent pas compter avec des discours simplificateurs. Voilà, et bien on va s'arrêter là pour ce cours en visio qui, désolé encore une fois, de cette information inexacte qui vous permet de renouer avec ce qu'on verra la prochaine fois tous ensemble, c'est-à-dire non pas le 14, pas le 14, non pas le 15, mercredi 15, puisque le cours est annulé, mais en début du mois de janvier, le premier mercredi de janvier, dans un lieu qui sera précisé, puisqu'il est possible que par la suite les cours, dont le mien, se déroulent à l'IUT. Voilà, très bonne journée et joyeuses fêtes de Noël à tous.